you. Médecins sans frontières est une organisation internationalement connue et reconnue aujourd'hui. Cette organisation fête cette année son 50e anniversaire. Elle a été créée en 1971 à Paris. Son action est médicale, humanitaire. Elle porte assistance à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, et notamment en cas de conflits armés, d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles. Depuis ses débuts héroïques, avec parfois des moyens improbables, Médecins sans frontières s'est prodigieusement développé, devenant une référence humanitaire mondiale. En 2019, l'ONG était active dans plus de 70 pays et employait ou avait des bénévoles au nombre de plus de 65 000, c'est considérable. Son bureau international est aujourd'hui situé à Genève, son siège international à Genève, et Médecins sans frontières a reçu le prix Nobel de la paix en 1999. C'est un monument dont a fait partie notre invité de ce jour, le docteur Jean-Louis Labbé. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes connu de tous les Calédoniens pour avoir soigné une quantité en nombre très grand. Pendant 35 ans, vous avez pratiqué au CHT, puis au Medipôle. Toute cette expérience est, je suppose, peuplée de souvenirs, de difficultés. Vous avez vécu la montée en puissance de la santé en Nouvelle-Calédonie. Chirurgien, vous avez opéré donc des centaines et des centaines de personnes. Est-ce que vous pourriez nous dire, avant qu'on aborde votre chapitre Médecins sans frontières, dans vos souvenirs, quelle fut votre intervention chirurgicale la plus délicate et la plus longue? C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais enfin là, peut-être la plus longue, ce serait une réimplantation de membres supérieurs. Combien de temps? Je ne sais pas. Non, on ne compte plus les heures là, dans 9-10 heures? À peu près, oui. Parce que ça implique plusieurs équipes. Oui, c'est des interventions qui sont parmi les plus longues actuellement. Mais en clair, en conservant totalement l'anonymat de cette intervention, mais qui remonte à quelques années aujourd'hui, il s'agissait d'un membre arraché, sectionné, qu'il a fallu réimplanter. Exactement. Oui. Avec tout c'est le travail d'un chirurgien. L'os, artères, veines, nerfs, les muscles, tendons et peau pour la faire. Extraordinaire. Eh écoutez, les Calédoniens ont eu la chance de vous avoir pendant 35 ans. Vous coulez maintenant une paisible retraite, mais vous n'avez pas complètement perdu les contacts avec le milieu, et certainement pas avec Médecins sans frontières. Alors, Médecins sans frontières, vous avez été un des membres actifs de cette organisation internationale donc depuis 1971. Vous avez même été le premier blessé en mission de Médecins sans frontières. Racontez-nous ces débuts. Comment est-ce que vous avez rencontré cette organisation? Déjà, parce que il faut bien se dire que Médecins sans frontières est né à partir de jeunes médecins qui venaient juste de terminer leur médecine. Vous aviez quel âge, sorti du berceau? Dans les années 68, parce que c'était les 68ards qui avaient fait les manifestations, les manifs, comme on dit, sur les barricades, et qui s'étaient retrouvés dans le but d'apporter leur aide, finalement, dans des pays défavorisés. Et c'est là où Bernard Kouchner était parti à cette époque avec le CICR. Le CICR, c'est la Croix-Rouge internationale, qui est la première ONG mondiale, donc énorme machine, et qui est parti au Nigeria, et plus particulièrement dans la province du Biafra, tristement célèbre. Ah oui, chacun s'en souvient. Voilà. Et il en est revenu révolté par l'horreur de cette guerre civile qui touchait les Ibos catholiques et les Zaoussa musulmans. C'était une guerre fratricide, purement, essentiellement religieuse, avec tout le peu importe. Pour vous dire un petit peu en quelques
quelques mots, les chiffres, enfin quelques chiffres exactement qui se passaient à l'époque. À l'époque, c'était 6 000 morts par jour, la guerre du Biafra. 6 000 morts par jour et 1,5 million de morts en même pas 2 ans. 8 sur 10 de ces morts, c'était des morts par la famine. Oui, on s'en souvient de ces photos abominables. Voilà, et c'est là du reste où on a cette image du petit Biafré qui restera toujours gravée au niveau mondial et qui représente le symbole, si vous voulez, de la famine avec leur maladie de kwashiorkor. Vous savez, c'est ces enfants squelettiques avec l'énorme ventre et dont les photos ont fait le tour du monde, hein, partout. Pour vous dire, là, à cette époque-là, la génération des enfants entre 6 et 10 ans ont complètement disparu. Pour se rendre compte un peu de une génération au Biafra. Au Biafra, ouais. À la suite, c'est justement à la suite, en revenant du Biafra, que Kouchner a tellement été marqué par ça. Il a retrouvé ses amis Xavier Emanueli et puis d'autres. Et c'est là où ils ont dit, bon, il faut faire quelque chose. Vous parlez de Xavier, alors on va préciser pour les Calédoniens, parce qu'ils connaissent un Emmanueli qui a été ministre de l'Outre-mer, qui n'a pas laissé un bon souvenir ici. Xavier Emmanueli, c'est un médecin qui a créé le SAMU sanitaire à Paris. Exactement. Et donc, ils ont décidé de créer Médecins sans frontières, et qui a été officiellement déclaré en 1971. Et alors là aussi, on peut se dire, mais il y avait le CICR, enfin la Croix-Rouge internationale, il y avait quand même des instituts qui travaillaient sur ces émigrés et tout. Mais le problème sur ces malades, enfin tous ces patients qui dans ces urgences guerrières et tout, mais le problème, c'est que cette Croix-Rouge internationale, c'est une énorme machine. Une énorme machine, très lourde à gérer, un manque de réactivité parfois. Et c'est là où il y avait la place de Médecins sans frontières, dont son rôle, c'était l'urgence. Et parce que ils étaient déjà... L'idée était d'être extrêmement réactif et de pouvoir se mobiliser le plus rapidement possible, ce que ne pouvait pas faire le CICR. Donc, dès qu'une mission était organisée par la Croix-Rouge internationale, il y avait un laps de temps qui était important pour arriver réellement sur place avec des équipes opérationnelles. Et tout ce temps-là, c'était une calamité après pour la reprise. Du temps perdu. Voilà. Mais vous, dans ce fourmillement d'idées, d'idées généreuses, comment est-ce que vous avez rencontré vous les connaissiez? Vous étiez médecin ensemble, évidemment, à la même faculté avec le Biafra, on a été dedans, parce que moi, je terminais mes études à cette époque-là, et je rêvais qu'une chose, parce que je suis né en Afrique déjà, et au Congo, et c'était vraiment... ça nous a interpellés, quoi, c'est clair. Mais vous connaissiez, vous avez rencontré... Je connaissais, mais par la presse et tout, évidemment, on se connaissait. Et puis, par lettres et tout, moi j'ai fondé, avec d'autres collègues, MSF, enfin Médecins sans frontières, dans la région Midi-Pyrénées. Et pour qu'on se rencontre, pour trouver des gens bénévoles prêts à partir, etc. Récolter du matériel et tout, parce qu'à l'époque, c'était totalement... c'était galère un peu. Oui, c'était tout que de la bonne volonté, quoi, hein, si on peut dire. Et là, bon, mais je suis parti... donc, Médecins sans frontières se crée. Voilà. Il fallait adhérer, je suppose. Bien sûr, d'emblée, en créant cette... Vous faites partie des premiers adhérents, parmi les premiers adhérents de Médecins sans frontières, et immédiatement, il y a des missions. Voilà, et donc là, la première mission que j'ai eue, c'était en 78. En 78, ouais, donc c'était vraiment dans les premiers temps. Et ma première mission était en Afrique, évidemment, à l'époque. Alors, où êtes-vous allé en Afrique? Eh bien, la première mission que j'ai eue, c'était au Tchad, au sud du Tchad, dans un petit coin qui s'appelle Goundi, où il y avait un énorme dispensaire qui était tenu par des moines et des bonnes sœurs.
et où toute la population médicale avait foutu le camp de par la guerre qui régnait. Il y avait la guerre au Tchad. Qui régnait, exactement. Et du reste, c'est assez incroyable parce que pour moi, c'était le premier contact médical hospitalier. Enfin, j'entends bien en dehors de la France et dans ce contexte-là. Et déjà, ça a été bien au point de vue logistique parce que il y avait déjà tout sur place. Comment avez-vous été accueillis? Il y avait des médecins? Bien sûr. Il y avait des médecins au dispensaire? Alors, il n'y avait plus aucun médecin. Tout le monde était parti devant la guerre, quoi. Hein. Tout le monde était parti. Et vous arriviez? Et donc, je suis arrivé là-bas et tout avec... il y avait un autre médecin qui était ophtalmo. Il faisait médecine générale et en même temps ophtalmo. Et arrivé là-bas, bon, on est arrivé le soir, on a dormi dans le dispensaire. Et le lendemain matin, je me réveille et je vois jusqu'à l'horizon une colonne de gens. Alors je demande au curé qui était là, le curé qui était un gars exceptionnel. Il faisait dans la journée, il retapait la toiture, après il montait un mur à côté, après il m'endormait les malades parce qu'en même temps il faisait de l'anesthésie. Enfin c'était il disait sa messe quand même. Ah, bien sûr, il était médecin quand même. Et il dit, non mais t'inquiète pas, ce sont que les consultants, mais de toute façon on n'y arrivera pas toute la journée. Mais je comprends, on va pas y arriver. Ah, c'était les colonnes, c'était des gens qui venaient se faire soigner au dispensaire. Exactement. Et jusqu'à l'horizon. Alors je dis, mais qu'est-ce que... Mais il n'y a pas de problème, ils peuvent rester 2-3 jours comme ça, avec leur tente, ils montent leur tente et tout. Enfin bon, ça donne un peu le climat. Une salle d'attente différente de celle du Medipôle, quoi. Tout à fait. Parce que là, le sud du Tchad, c'est le désert, quoi. Hein. Donc, c'était pas au bord de la mer, mais voilà. Et voilà, ça c'était une anecdote un petit peu là-dessus. Vous êtes resté combien de temps au Tchad? Là, j'étais resté 3 semaines, quoi. 3 semaines, un mois. Ensuite, il y avait un relais, il y avait une autre équipe de Médecins sans frontières qui arrivait. Ça n'a pas pu se faire parce que ça a été tellement dur que c'était difficile d'envoyer un autre groupe là-bas, quoi. Et voilà. Et donc, dans la journée, les interventions, ça n'arrêtait pas. Une anecdote, par exemple, c'est qu'un jour, il y a une charrette qui est arrivée avec un homme avec une lance plantée dans l'abdomen. Et il avait mis une journée et demie pour arriver. Et il avait la lance avec la lance qui avait traversé l'estomac, vidé l'estomac à l'intérieur avec plein de pois chiches, entre autres, traversé le diaphragme et était dans le poumon. Il a eu un coup de bol énorme, c'est qu'il n'a pas eu de gros vaisseaux touchés. Comme le curé que j'avais qui faisait que des anesthésies par péridurale ou rachianesthésie, enfin des anesthésies locaux-régionales, pendant que je l'opérais, il me disait « Oh, docteur, là ça me fait un petit peu mal quand tu touches ». C'était un peu comme ça, quoi, voilà. Le bloc opératoire, c'était quoi? Ah non, très beau. Non, c'était bien. Ah, il y avait un vrai bloc. Il y avait toute la structure. Un vrai bloc opératoire. Ah, quand même, oui. Mais il n'y avait plus de médecins, quoi, voilà. C'est le truc, c'est là. Ah, d'accord. Mais il y avait encore des infirmières qui étaient tenues par les Espérons que ce ne soit pas l'avenir du Medipôle. Magnifique bloc opératoire. Non, je plaisante, bien entendu. Ça, c'était votre première mission. Vous avez été également, si je puis dire, le premier blessé de Médecins sans frontières en opération. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, même si c'est peut-être pas très agréable, mais... Enfin bon, c'était lors de ma 3e mission. Là, on était... je retournais encore... c'était au Tchad, oui. Mais c'était... Non, ma 2e mission, pardon, au Tchad. Et là, c'est là où je suis parti avec Ronnie Broman, qui a été président de Médecins sans frontières après pendant de très nombreuses années. Et je dirais c'est lui qui a été le président pendant le plus grand nombre d'années, je crois. Et donc on est parti au Tchad parce que là c'était la guerre franche entre les ressortissants d'Hissène Habré et les ressortissants de Goukouni. C'est une guerre fratricide où les civils étaient touchés en permanence, enfin étaient le plus souvent touchés. Et là on s'est dit...
il faut rouvrir l'hôpital qui, lui, était fermé. Parce que là, c'était un hôpital, c'était l'hôpital de N'Djamena. C'était à N'Djamena. C'est à l'hôpital de N'Djamena. Et là, on s'est dit, bon, il faut rouvrir l'hôpital parce que là, il y a toutes les structures, il y a tout ce qu'il faut. Et tout. Et il restait encore des infirmiers qui voulaient rester pour nous aider et tout. Et c'est comme ça qu'on a opéré à cet endroit-là. Ronnie Broman était en anesthésiste et moi, bon, chirurgien, on faisait un peu tout ce qui arrivait, quoi. Alors c'était énorme parce que il y avait des blessés, ils s'entassaient les uns sur les autres, c'était assez infernal. Et du reste, on avait comme... parce que c'était un peu les débuts. Moi, j'étais parti avec une cantine que j'avais remplie avec des instruments de chirurgie que m'avaient donné plein de patrons à Toulouse pour nous aider. Enfin voilà, on se débrouillait un peu comme on pouvait. Et heureusement qu'il y avait quand même beaucoup de matériel là-bas, ce qui fait qu'on a pu opérer, on avait des médicaments, donc tout ça, ça a pu suivre. Et, mais entre autres, par exemple, eh bien... il fallait dormir sur le tas et tout, c'était un peu pénible parce qu'il y avait énormément de bruit. Pour dire, quand on opérait, on était obligé de hurler tellement qu'il y avait de bombes qui tombaient, de mortiers, des fois on était obligé d'hurler pour faire dans pour passe-moi la pince, un tel, voilà, c'était ça tout le temps. Et même du reste, les bombes, enfin les obus qui n'avaient pas explosé et qui étaient dans tout ce qui était autour de l'hôpital, on mettait un buisson dessus pour pas la nuit, pour pas tomber dessus et qu'elles explosent, quoi. Voilà, donc grosso modo, on passait, c'était vraiment la guerre à 100%. Et dans une autre anecdote, c'est qu'on s'était rendu compte très rapidement que l'ambassade des États-Unis était vide. On y est allé et puis on a vu avec Ronnie que voilà, donc finalement on a logé au niveau de l'ambassade, à l'ambassade des États-Unis. Les frigos étaient pleins, c'était parfait. Ils étaient partis en ultra rapidement et on s'était démerdé comme ça. Mais c'était que ça, c'était que de la débrouillardise. Voilà, pour arriver à gérer l'aventure humanitaire. Voilà. Et alors, dans quelles conditions voilà, donc comme on n'avait pas d'eau, parce que même tout était coupé, à part l'hôpital qui avait ses réserves, on allait tous les soirs se laver, on allait se laver dans le lac Tchad, donc à côté de N'Djamena, avec la Land Rover de la Croix-Rouge que l'on avait. Et là, un jour, on était au bord de l'eau pour se laver. Et un premier coup de tir avec une balle qui m'est passée à ras de la tête. Et le temps que j'ai réalisé, j'ai pris une deuxième balle qui m'a traversé, une balle de Kalachnikov qui m'a traversé la cuisse. Et voyant ça, mes deux collègues ont plongé dans le lac, mais moi j'étais déjà sorti. Et la seule chose que je me suis dit, il faut que je cavale pour me planquer sous la Land Rover. Et c'est ce que j'ai fait en prenant une autre balle dans les muscles fessiers. Et les Kalachnikov, ça fait petit trou à l'entrée, mais gros dégâts à la sortie. Et là, sous la Land Rover, j'ai pu me faire un pansement compressif permettant d'attendre. Et alors que finalement, j'étais sous la visée de 2 ou 3 snipers et qui me tiraient à balles les unes après les autres, un peu partout sur la Land Rover, ça, les pneus qui explosaient et tout. Et c'est là où on voit qu'une Land Rover, c'est très très haut, trop haut même, pour se planquer dessous. Et après quoi, les tirs se sont arrêtés. Alors c'est là où je me suis dit deux choses. Soit ils viennent m'achever, soit ils ont été repérés et ils s'en vont. Et finalement, ça a été la deuxième chose. Et mes collègues sont venus, m'ont aidé à prendre. Et on a pris une pirogue pour traverser le lac Tchad pour arriver sur la berge en face où il y avait l'hôpital, enfin, il y avait l'armée française qui était là et qui ont pu me prendre en charge et m'évacuer après sur Bégin à Paris, quoi, voilà. Oui, c'était chaud. Oui, c'est toujours chaud, de toute façon. Quand on est en état de guerre, c'est toujours chaud, quoi. Oui, on s'en doute. Oui. Alors,
Depuis, vous avez gagné la Nouvelle-Calédonie. Vous avez conservé des contacts. Vous avez bien connu Claude Malhuret. Alors, c'est une personnalité médicale, un des fondateurs, animateurs de Médecins sans frontières, président de 78 à 86. Claude Malhuret est aujourd'hui sénateur. C'était un secrétaire d'État au premier gouvernement de cohabitation sous François Mitterrand, Jacques Chirac, Premier ministre, Claude Malhuret, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Donc à la fois une personnalité politique et une personnalité humanitaire qui a agi au sein de Médecins sans frontières. Ce sont des contacts que vous avez conservés ? Oui, bon, un peu moins depuis ces 10 dernières années. Mais c'est vrai qu'on était en rapport, surtout moi avec Ronnie Broman. Et du reste, dernièrement, je lui ai envoyé un petit mot pour le féliciter un peu sur ses 50 ans de MSF. Et très gentiment, il m'a répondu, évidemment. Et donc, on maintient quelques contacts. Mais c'est vrai que Claude, moi, je l'ai surtout connu quand j'étais hospitalisé à Paris, à mon retour du Tchad, bon, parce que bon, j'étais le premier blessé de Médecins sans frontières, alors bon, voilà. Ça vous a donné l'occasion de connaître voilà. les dirigeants comme Xavier Manueli et tout, donc c'était vraiment des gens très adorables. Et puis surtout après, Claude Malhuret nous avait, parce que je suis parti en mission aussi, ma dernière mission, enfin mon avant-dernière mission, on était parti en Érythrée, province nord de l'Éthiopie. Et parce que là aussi, c'était en guerre contre le Front de libération de l'Érythrée contre l'Éthiopie. Et là, ça a été une expérience absolument incroyable où Claude nous avait beaucoup aidé là-dessus. Non seulement pour y aller, parce que il a fallu traverser tout le Sud-Soudan à partir de Khartoum, donc du Soudan. Traverser tout le Sud-Soudan, c'est le désert à perte de vue, à l'azimut, pour rentrer en Érythrée par la petite porte sans se faire trop repérer. Et puis là, il avait pu contacter quelques médecins là-bas. Et c'était un endroit absolument incroyable. J'y étais avec ma femme Véronique, là, qui faisait anesthésie. Et là-bas, on a rencontré tous les chirurgiens d'Érythrée qui s'étaient formés en Italie, parce que c'était une ancienne province italienne avant, enfin, comptoir italien avant, et d'autres qui s'étaient formés en Russie. Mais bon, c'était un niveau un petit peu léger quand même, et il y avait tellement de malades et tout que je leur avais dit, voilà, je vais opérer ce malade et vous ferez pareil pour celui-là, celui-là, celui-là. Tout était souterrain, on était, pour pas se faire repérer la journée, on travaillait que dans des grottes et tout, au phare de voiture. C'était, quand il y avait un malade qui nécessitait du sang, on appelait un local qui venait, on le pompait d'un côté, on le transfusait directement dans la salle. Et tous les chirurgiens qui étaient là avec leurs carnets, leurs crayons, qui notaient tout. C'était un endroit absolument incroyable. La Nouvelle-Calédonie, c'est le Pérou. Ah oui. À côté de tout ça, il faut espérer que ça le reste éternellement. En tous les cas, vous avez trouvé ici. Alors, vous êtes resté 35 ans. Vous avez eu le coup de foudre pour la Nouvelle-Calédonie ? Oui, de toute façon, je ne voulais pas rester en France. Personnellement, moi je suis né encore une fois en Afrique, je suis resté mes 10 premières années au Congo et au Gabon. Et je pensais qu'une chose, c'était partir dans un endroit voilà, un peu de ce style-là qui me plairait. Le problème c'est que si on veut exercer en Afrique, bon ben... On est quand même payé peut-être avec des noix de coco qu'il y en a, mais bon, c'est pas évident de fonder une famille. Et puis, c'est tellement risqué de nos jours, toujours en guerre, c'est infernal, quoi. Et je suis tombé par hasard, comme ça, sur la Calédonie. Et ma foi, je remercie tous les jours la Calédonie de m'avoir accueilli comme ça, parce que c'est un pays fabuleux et les gens, il faudrait bien qu'ils se rendent compte un peu le bonheur qu'ils peuvent avoir ici,
même par rapport à tout ce qui se passe en Europe et partout dans le monde, quoi. C'est vrai. Eh bien, docteur, écoutez, au travers de ma voix, la Calédonie vous remercie pour ces 35 ans que vous avez passés au service de ces populations. Merci de ces témoignages passionnants. Je suppose que c'est assez rare qu'on puisse les recueillir. Merci encore. Et sur ces mots, nous allons nous quitter. Au revoir, Merci au revoir, encore, docteur. merci beaucoup.